Voici Miami, une ville américaine où 70% des habitants se définissent comme hispaniques. Plus de la moitié sont nés à l'étranger et 1 800 000 personnes parlent espagnol à la maison. C'est la seule grande ville des États-Unis où l'on peut arriver sans parler un mot d'anglais et non seulement s'en sortir, mais vraiment prospérer. Les affaires se font en espagnol. Les élections locales se déroulent en espagnol. La politique étrangère des États-Unis envers l'Amérique latine est essentiellement une question de Miami. Et ce qui est fou, c'est que tout cela s'est produit en l'espace d'une seule vie. Pendant ce temps, Los Angeles, qui compte techniquement plus d'hispaniques, ou El Paso, qui est la ville la plus proche de la frontière mexicaine, ne peuvent pas rivaliser avec cette ambiance latine de Miami. Alors, comment cette ville en est-elle venue à être appelée, je cite, la capitale de l'Amérique latine? Eh bien, avant de parler d'histoire, il faut regarder où se trouve réellement Miami. Elle se trouve à la pointe sud-est de la péninsule de Floride, plus proche de la Havane que de la propre capitale de l'État de Floride, Tallahassee. Sa latitude correspond moins au reste des États-Unis qu'à celle de Cuba et des Bahamas, plaçant Miami directement à la porte d'entrée entre l'Amérique du Nord et les Caraïbes. Le lien géographique était évident dès le départ, et la ville qui s'est développée autour de cette baie allait toujours servir de base à tout ce qui allait suivre. Mais longtemps, rien ne s'est vraiment passé. L'explorateur espagnol Juan Ponce de León a débarqué en Floride en 1513 et l'Espagne a gardé la colonie pendant environ 3 siècles avant de la céder aux États-Unis en 1821. Mais voici la partie étrange. Malgré toutes ces années de domination coloniale espagnole, presque aucune population hispanique permanente n'est restée. L'implantation hispanique à Miami n'a vraiment commencé qu'à la fin des années 1880, lorsque les ouvriers du sucre bahamiens, portoricains et dominicains sont arrivés grâce au commerce des Antilles, suivis par des Cubains attirés par l'industrie croissante du cigare en Floride. La base était minuscule, mais elle comptait, car les immigrants s'installent là où leur langue et leur communauté existent déjà, et Miami en avait juste assez pour que cela compte plus tard. Pendant la majeure partie de la première moitié du XXe siècle, Miami n'avait rien d'extraordinaire. En 1950, sa population totale était d'environ 467 000 habitants, et seulement environ 11% étaient aidés à l'étranger. Parmi eux, seulement 12% venaient d'Amérique latine et des Caraïbes. La ville accueillait principalement des New-Yorkais, des habitants du Midwest et des gens du Sud, attirés par le climat. Miami était une paisible ville touristique du Sud, et l'aurait peut-être été sans un homme à 367 km plus au sud. Le 1er janvier 1959, le groupe rebelle de Fidel Castro a pris la Havane et le dictateur Batista a fui le pays le même jour. La révolution cubaine n'a pas seulement changé Cuba, elle a aussi changé Miami. Ce qui a suivi n'a ressemblé à aucune migration hispanique précédente vers les États-Unis. De 1959 à 1962, ce qu'on a appelé l'exil doré a envoyé environ 250 000 Cubains à travers le détroit de Floride. Ce n'étaient pas des migrants pauvres cherchant des opportunités. Ils appartenaient à la classe moyenne ou supérieure, étaient catholiques, instruits et majoritairement originaires de La Havane, qui a fourni plus de la moitié des immigrants cubains de cette période. Nombreux étaient des professionnels liés à des entreprises américaines récemment nationalisées. Avant 1959, Cuba avait l'un des niveaux de vie les plus élevés et l'une des plus grandes classes moyennes de tous les États d'Amérique latine. Quand ces personnes ont fui, elles ont emporté avec elles des compétences, une éducation et souvent des actifs commerciaux, transportés directement de La Havane à Miami. On pourrait croire que les États-Unis ne leur donneraient pas tous des cartes de résidence permanente. Les Haïtiens fuyant la dictature de Duvalier à la même époque étaient classés comme migrants économiques et renvoyés de force. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. En 1966, le Congrès a adopté le Cuban Adjustment Act, accordant aux Cubains un statut privilégié qui n'était offert à aucun autre groupe latino. Une résidence permanente automatique après seulement un an sur le sol américain, ainsi qu'une aide importante aux réfugiés et des prêts fédéraux généreux pour les petites entreprises. Les réfugiés croyaient leur séjour temporaire depuis l'invasion de la baie des Cochons en avril 1961, tentative de renversement du régime soutenu par la CIA et menée par des exilés cubains. Castro devait être renversé, mais cela a échoué et les réfugiés ont compris qu'ils ne rentreraient pas chez eux. Chaque grande crise de l'histoire a révélé la même erreur. De la Grande Dépression au krach financier de 2008, les gens n'ont pas perdu d'argent par manque, mais parce qu'ils ont tout investi au même endroit. Je vais vous parler de Mintos. Diversifiez vos investissements, bénéficiez d'un revenu passif quotidien prévisible et recevez jusqu'à 350 € de bonus. Avec Mintos, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou particuliers et touchez des intérêts fixes. Sur la plateforme Mintos, tout est très simple.
et le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance sur la plateforme. Vous pouvez filtrer les prêts selon le rendement que vous souhaitez, le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre, l'horizon de temps pour récupérer votre argent, le pays dans lequel vous voulez investir et même la devise. Mintos offre aussi des portefeuilles automatisés, évitant la surveillance continue grâce au réinvestissement automatique de vos rendements. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est d'environ 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MIFID. Et comme vous venez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 euros à partir d'un investissement de 500 euros. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code pour l'obtenir maintenant, des rendements stables, aucun risque pour vos investissements et en plus un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Ils ont fait ce que font les gens quand ils réalisent qu'ils vont rester. Ils ont bâti. La République National Bank et le banquier cubain Luis Botifoy ont lancé des prêts de confiance permettant aux Cubains sans ressources de créer de petites entreprises, souvent sur une simple poignée de main. De 1965 à 1973, il y a eu les vols de la liberté, 2 vols par jour entre Cuba et Miami qui ont amené 270 000 autres Cubains. Au moment où Castro les a arrêtés pour stopper la fuite des cerveaux, Miami comptait environ 450 000 Cubains contre environ 100 000 avant la Révolution. L'économie cubaine s'était détériorée tout au long des années 1970 et finalement, en avril 1980, plus de 10 000 Cubains se sont entassés dans l'enceinte de l'ambassade du Pérou à La Havane, demandant l'asile. Castro, dans un geste surprenant même pour son gouvernement, a annoncé que chacun pouvait partir s'il le souhaitait. En l'espace de 6 mois, environ 125 000 Cubains se sont entassés dans 1700 bateaux et ont rejoint le sud de la Floride lors de ce qui est devenu connu sous le nom de l'exode de Mariel. Les États-Unis ont tenté de les dissuader via des rapatriements à Guantanamo et la pression diplomatique, mais une fois sur le sol américain, la loi sur l'asile imposait l'examen de leurs demandes. La moitié d'entre eux se sont installés définitivement à Miami, augmentant la main-d'œuvre de la ville de 7% et le nombre de travailleurs cubains de 20%. Au recensement de 1980, le comté de Miami-Dade comptait 35,7% d'hispaniques, dont 70% étaient cubains. Mais voilà, 1980 a aussi été, sans doute, la pire année de l'histoire de Miami. L'exode de Mariel, les guerres de la cocaïne et les émeutes raciales de McDuffie ont tous frappé en même temps. Au moins 20 000 des réfugiés avaient repassé du temps dans les prisons cubaines, Fidel Castro présentant l'exode comme une purge sociale. Les résidents blancs déjà présents dans la ville se sentaient parfois menacés par les nouveaux arrivants, certains choisissant de quitter la Floride, tandis que les commissions du comté adoptaient des lois déclarant que la plupart des affaires gouvernementales devaient être menées en anglais. Bien que cela ait été abrogé plus tard, en 1993, en parlant des guerres de la cocaïne au début des années 80, la Drug Enforcement Administration estimait le commerce de la drogue dans le sud de la Floride à 12 milliards de dollars par an, ce qui en faisait le secteur le plus important de l'économie locale. Miami fournissait environ 70% de la cocaïne aux États-Unis. La succursale de la Réserve fédérale de Miami a signalé un excédent de liquidité de 5 milliards de dollars en 1979 et 1980, soit plus que toutes les autres banques de la Réserve fédérale des États-Unis réunies. C'était l'époque des Cocaine Cowboys et la ville était en train d'être transformée par l'Amérique latine de manière à la fois spectaculaire et violente, devenant la ville au plus fort taux d'homicide des États-Unis. Pendant que tout cela se passait, quelque chose de plus discret et sans doute de plus important se produisait au niveau fédéral. Les richesses quittant l'Amérique latine cherchaient un refuge, tandis que Washington voulait aussi rendre les banques américaines plus compétitives à l'international. En 1978, le Congrès a adopté l'International Banking Act, qui a établi le premier cadre réglementaire fédéral pour les banques étrangères aux États-Unis. En juin 1980, les institutions bancaires étrangères de Miami étaient au nombre de 17, dont Banco do Brasil, Banco de la Nación Argentina et Banco de Bogota, entre autres. L'infrastructure juridique se mettait en place pour accueillir l'argent latino-américain aux États-Unis et l'argent arrivait. De 1973 à 1987, la fuite des capitaux en provenance d'Amérique latine a totalisé environ 151 milliards de dollars, soit environ 43% de la dette extérieure totale contractée par les pays latino-américains au cours de cette période. Une grande partie de cet argent a atterri à Miami. Puisqu'une nation latino-américaine ou une autre semblait toujours être en crise politique, l'argent continuait d'affluer et il y avait effectivement toujours une crise. Les encours de la dette latino-américaine sont passés de 29 milliards de dollars à la fin de 1970 à 159 milliards à la fin de 1978 et ont atteint 327 milliards en 1982
La même année, le Mexique a informé la Réserve fédérale qu'il ne pouvait plus honorer sa dette de 80 milliards de dollars. 16 pays d'Amérique latine ont finalement réchelonné leur dette. Chaque crise a accéléré la fuite des capitaux vers Miami. Les transactions avec les Caraïbes et l'Amérique latine constituaient 80 à 90% de l'activité internationale des banques commerciales de la ville. Dans les années 1990, Miami avait plus d'implantations de banques internationales que toute autre ville américaine sauf New York. Brickell, le quartier financier juste au sud du centre-ville, a gagné le surnom de Wall Street du Sud. Mais qu'en est-il des autres groupes latinos? Parce qu'au moment où l'architecture financière était en place, les chocs politiques qui secouaient l'hémisphère poussaient une nationalité après l'autre vers une Miami bancaire déjà hispanophone et de plus en plus latine. Les Nicaraguayens ont fui la guerre civile dans les années 1980 et, comme les Cubains, étaient majoritairement des professionnels possédant des biens. Les Salvadoriens et Guatémaltèques ont suivi alors que les guerres civiles d'Amérique centrale s'aggravaient. Les Colombiens sont arrivés massivement au début des années 1990, alors que la violence des cartels, les enlèvements de professionnels et les attaques paramilitaires étaient à leur comble. Même après la stabilisation de la Colombie au milieu des années 2000, la plupart sont restés, et le regroupement familial a entretenu ce flux. Les Péruviens sont arrivés en fuyant l'insurrection maoïste, du Sentier lumineux et l'hyperinflation. Les Argentins sont venus chercher de la stabilité après leur crise monétaire. Les Honduriens sont arrivés par une voie différente. Leur première de migration dans les années 1970 et 1980 était principalement économique, plutôt qu'une fuite de professionnels aisés. Le moment décisif est survenu en octobre 1998 lorsque l'ouragan Mitch a tué 7000 Honduriens et déplacé plus de 1,5 million de personnes. Les États-Unis ont accordé un statut de protection temporaire, formant ainsi une communauté ouvrière, surtout à North Miami. En 1990, il y avait environ 400 000 Centra-Américains en Floride. Et en 2000, Miami était devenu majoritairement hispanique. En 2010, pour la première fois, les hispaniques non cubains étaient plus nombreux que les cubains. Mais on n'entendait pas que l'espagnol dans les rues. Miami est devenue l'une des plus grandes communautés brésiliennes en dehors du Brésil. Le ministère brésilien des Affaires étrangères estimant à environ 300 000 le nombre de lusophones dans la région métropolitaine, concentrés dans des enclaves en bord de mer comme Sunny Isles Beach et Aventura. Nous ne pouvons pas non plus oublier les groupes caribéens. La région métropolitaine compte la plus grande communauté haïtienne des États-Unis, avec plus de 300 000 personnes d'origine haïtienne, rien qu'à Miami-Dade. Pourtant, il y a encore une autre infrastructure qui a consolidé tout cela. L'aéroport. Voyez-vous, l'aéroport international de Miami est devenu la principale porte d'entrée d'American Airlines vers l'Amérique latine. Et selon le département de l'aviation de Miami-Dade, environ 82% de toutes les importations aériennes américaines et 76% de toutes les exportations aériennes américaines du commerce avec l'Amérique latine et les Caraïbes sont passées par ce seul aéroport. C'est le premier aéroport de fret international des États-Unis et le troisième au monde pour le fret total, derrière seulement Hong Kong et Shanghai. 43% de tous les vols entre les États-Unis et l'Amérique latine incluent Miami comme point de départ ou d'arrivée. En 2012, Miami a dépassé Los Angeles pour la plus forte concentration d'entreprises détenues par des immigrés aux États-Unis, avec 45% des entreprises de la ville fondées par des personnes nées à l'étranger. L'establishment politique a également mûri. Javier Suárez a été élu maire en 1985, devenant ainsi le premier maire d'une grande ville américaine née à Cuba. Son fils Francis Suárez a pris le même poste en 2017. Les campagnes locales sont menées en espagnol et la politique étrangère des États-Unis envers l'Amérique latine est devenue, en fait, une question municipale à Miami. La vague la plus récente a été celle des Vénézuéliens. Lorsque Hugo Chavez est arrivé au pouvoir au début de 1999, les Vénézuéliens aisés ont commencé à s'installer à Miami, un mouvement qui s'est fortement accéléré pendant les années Maduro. Environ 8 millions de personnes ont fui le Venezuela depuis 2014. C'est le même schéma que la plupart des groupes avant eux. Le comté de Miami-Dade compte désormais environ 124 000 Vénézuéliens. Doral, juste à l'ouest de l'aéroport international de Miami, possède la plus grande communauté vénézuélienne des États-Unis, avec des personnes d'origine vénézuélienne représentant environ 40% de la population de la ville. Les habitants la surnomment Doralzuela. Pourtant, d'importantes vagues d'immigrants latino-américains arrivent encore à Miami. En fait, plus de 850 000 Cubains ont tenté d'entrer à Miami entre 2021 et 2023, donc ce n'est pas près de ralentir. Miami n'absorbe plus la culture latino-américaine.